Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Virginie vient de vous le dire, c'est en direct. Alors déjà, j'en profite pour remercier Virginie et pour cette réalisation technique, et puis plus généralement pour son œuvre. C'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Grand merci, reconnaissant entre autres pour ses incises musicales qu'elle compose spécialement pour nos émissions de géopolitique profonde. Je rappelle que vous pouvez la retrouver sur YouTube où elle répond au doux nom de Nini Vlam, N2E, plus loin, Vlam. Voilà. Alors, vous voudrez bien poser, chers auditeurs, vos questions, observations, remarques. La formule est toujours la même, en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie, où vous attend Patrice, qui est revenu spécialement de vacances pour l'occasion et qui nous transmettra vos appels comme vos courriels électroniques. Donc, profitez-en, cette émission n'est pas enregistré. Sera présent aussi durant cette émission le directeur de publication du magazine de géopolitique profonde, Raphaël Beslu, mon complice sur GPTV Actu. Nous vous accompagnons tous les midis et prochainement aussi tous les matins pour nos rendez-vous de l'actualité. Bonjour Raphaël, bien réveillé. Bonjour à tous, oui, très bien réveillé. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Fidèle au poste. Alors, justement, dans ces rendez-vous de l'actualité durant l'été, parce que là, nous étions en direct sur les réseaux sociaux et sur YouTube, eh bien, nous avons évoqué la situation, entre autres, en France, en plein JO Paris 2024. Mais oui, Paris 2024, les JO, le village Potemkin, on y reviendra dans l'émission de controverse. Je me suis d'ailleurs déplacé en train, en métro. Tout est beau à Paris actuellement, c'est magnifique. Il y a un état d'esprit absolument incroyable. Enfin, je plaisante, à peine. En tout cas, nous sommes aujourd'hui dans un pays, quand on vous a laissé, avec les derniers directs, qui n'avait, disaient certains, plus de gouvernement. Moi, je dirais plus de séparation des pouvoirs. Ce principe a valeur constitutionnelle car consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est violé journalièrement dans l'indifférence générale. Il était pourtant considéré comme la première condition d'un gouvernement libre. Pour ceux qui n'ont que le mot république à la bouche. C'était l'article 19 de la Constitution de 1848. Le Conseil constitutionnel, si sourcilleux et prompt à invoquer le bloc de constitutionnalité, quand il est par exemple question du droit des immigrés, même sans papier, refuse de juger d'arrêtés, de circulaires, de décrets pris par des ministres démissionnaires appartenant alors à l'exécutif. Et par ailleurs, comme par exemple l'éphémère Premier ministre Gabriel Attal, par exemple, qui est chef du groupe de l'ex-majorité présidentielle. Darmanin, de même, en bras de chemise et sans cravate à l'Assemblée, pour contribuer à la réélection de Mme Yaël Braun-Pivet, au perchoir, continue d'assumer toutes ses missions sécuritaires durant les JO pour mieux prétendre au laurier de sa soi-disant bonne organisation. Oui, Moussa aime se faire mousser. Pourquoi d'ailleurs s'en priverait-il ? Ce sera donc au Conseil d'État de trancher, lui aussi pourtant si peu sourcilleux en matière de liberté publique, nous avons pu le constater, durant la crise sanitaire, confinement, QR code, limitation odieuse au droit de travailler, mais plein de rigidité obséquieuse quand il s'agit d'empêcher, avec toutes les arguties du droit et de la mauvaise foi, une simple reconduite à la frontière d'un multirécidiviste sous OQTF. Je suis vraiment désolé de rompre cette harmonie que tous les médias nous serinent depuis 2 semaines. Alors, les ministres, en réalité, ils ont tracé seuls, c'est le fait du prince et de sa cour, le périmètre de leurs compétences et de leur liberté d'action. Augustes et pleins de mansuétude, ils décidèrent, de leur propre fait, qu'ils pouvaient voter pour pourvoir aux sinécures et prébendes de leurs petits copains, mais point y prétendre pour eux-mêmes. La République des partis prévoit, assurément, néanmoins, rassurons-nous, pour nos dévoués édiles de généreux retours d'ascenseur. Nos seigneurs, et quels seigneurs, décident aussi de l'urgence dans leur charge ministérielle, comme Madame Agnès Buzyn, de sinistre mémoire, vous vous souvenez, qui avait décrété les 11 vaccins obligatoires à peine installés au ministère de la Santé durant l'été 2017. C'est le ministre en bras de chemise et son collègue, le garde des Sceaux, qui se concertent, cette fois-ci, pour pondre une circulaire de derrière les fagots permettant l'application immédiate des dispositions de la loi du 10 mai 2024 sur les dérives sectaires. Un tour de vis supplémentaire de l'exécutif, titre fièrement les médias. La chasse aux gourous du web est lancée, régime miracle, faux traitement cancéreux. On nous dit depuis le début
que cela ne concernera pas la question vaccinale. Gageons que les tribunaux administratifs comme judiciaires sauront étendre à ce domaine la garantie de nos malheureuses victimes. Les charlatans n'ont qu'à bien se tenir. Big Pharma ne partagera pas même les miettes du gâteau. Alors, de quoi sera fait la société politique de demain ? Tout étant maintenant bien déconstruit, comme de notre économie et de nos finances, dans un état de déliquescence avancée. Elle aussi, mystère. Alors, les disrupteurs sont à la manœuvre, c'est vrai, de la sphère politique, sociale, économique, comme culturelle. Nous avons pu le constater dans un enthousiasme peu commun, à en croire les sondages d'opinion des Français, avec cette cérémonie d'ouverture des JO parisiennes 2024. Et comme cette cérémonie d'ouverture était belle, je vous avais prévenu, hein. Alors on en parlera, chers auditeurs, après 10h30, dans le libre journal des controverses, que j'aurai l'honneur donc de diriger cette semaine, Mike Borowski ayant pris quelques jours de vacances bien mérités. Le thème abordé aujourd'hui, dans ce libre journal de géopolitique profonde maintenant, l'Amérique à la croisée des chemins. Nous nous étions quittés avant les premiers enregistrements de cet été avec l'attentat contre Donald Trump, samedi 13 juillet en Pennsylvanie, auquel ce dernier avait réchappé miraculeusement. Joe Biden, usé jusqu'à la corde, sa sénilité ne pouvant plus être cachée aux électeurs américains, semblait hors course. Il a finalement jeté l'éponge, remplacé à la va-vite par sa vice-présidente Kamala Harris, qui, après avoir bénéficié d'un ticket démocrate avantageux en 2020 au regard de sa piètre performance aux primaires de son parti, se voit cette fois-ci propulsée candidate officielle sans avoir eu même à livrer bataille. Et l'on nous explique déjà qu'elle est favorite des élections de novembre. Mais quel cirque, quel spectacle, quel simulacre de démocratie. Alors pour évaluer ensemble les chances des candidats en lice, faire le point de la situation de l'élection américaine, faire une prospective de l'avenir de l'Amérique, j'ai décidé d'inviter aujourd'hui sur Radio Courtoisie une vieille connaissance de mes libres journaux, Paul Rhine, président de l'association Republicans in France. Bonjour Paul Rhine, bienvenue sur Radio Courtoisie. Bonjour Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est nous qui sommes enchantés, à celle des auditeurs. Donc maintenant, place à notre invité principal. Ce sera lui Zarathustra, justement, aujourd'hui. Ce sera Paul Rhine. Paul Rhine, donc je vous invite pour parler de ces élections américaines. Vous savez, vous êtes ici, vous venez en ami. Ouais. Hein. Ça ne fait absolument aucun doute. Je suis aussi trumpiste, paraît-il, que poutinolâtre. Mais en tout cas, moi, je ne vous fais pas de différence entre les deux. Et Trump, c'est évidemment quelqu'un... C'était la divine surprise en 2016, quand il s'est fait élire. On s'était connus d'ailleurs à peu près à cette occasion. Vous êtes donc le président de cette association Republican in France. Donc les républicains américains, hein. Bien sûr, c'est pas les républicains de la vie politique française, qui ne s'appellent, je crois d'ailleurs, même plus républicains. Et peut-être commencer sur cette élection. On a l'impression, en France, tout du moins, après je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, que cette élection de novembre, en 2024, ce sera un peu comme une sorte de référendum pour ou contre Trump. Est-ce que c'est comme ça que c'est perçu aux États-Unis ou pas du tout ? Normalement, c'est un référendum des bilans entre le président sortant et le candidat, qui aujourd'hui c'est Trump, c'est un ex-président. Mais il n'y a plus Biden, donc non, fini. Il n'y a Exit. plus un président sortant. C'est le vice-président qui était choisi, pas élu. Choisi par l'élite de le Parti démocrate. Donc, à mon avis, c'est l'élection américaine la plus importante de ma vie. Oui. Et ce n'est pas l'hyperbole. C'est vrai. Et c'est plutôt un référendum entre les deux Amériques. Quelle Amérique veulent les peuples américains? Est-ce qu'ils voudraient une Amérique gérée par la gauche? Et les démocrates sont devenus les extrêmes gauches, les radicales gauches. Ils sont pires que les socialistes, ils sont les marxistes. Et je dis ça parce qu'ils sont pour un gouvernement plus en plus grand et essaient de convaincre surtout les jeunes que c'est le gouvernement qui a toutes les solutions. Où
les droits des gens sont moins et moins. Liberté d'expression, c'est fini. Les oppositions doivent être détruites. Et, et j'ai perdu mon sens. C'est pas grave. En fait, on essaie de faire en sorte, avec la technique, que vous soyez le plus proche possible du micro, parce que moi, il n'y a aucun problème. Je vous entends très bien, mais c'est vrai que les auditeurs, elle est justement, Virginie, c'est vrai, mais c'est de ma faute. On a discuté, on s'est pris des discussions auparavant, et j'avais oublié de vous donner ces règles minimales, qui est en effet de parler le plus près possible du micro. Pardon. Voilà, okay. ça sera parfait, Paul. Oui, vous étiez justement à dénoncer finalement une forme d'étatisme chez les démocrates américains, qui explique pourquoi vous les dénoncez comme étant gauchistes. Oui, et marxistes. Et marxistes. Marxistes, parce que depuis 4 ans, et je peux dire avec des exemples personnels, que l'administration Biden-Harris n'était pas d'accord avec toutes les vues d'opposition. On oublie l'État des États-Unis avant que Elon Musk a acheté Twitter. Twitter, Facebook, tous les médias sociaux étaient en train de censurer toutes les vues d'opposition. Oui. Et ils étaient fiers de ça. L'ancienne secrétaire de presse de Joe Biden était fier de dire que oui, on était en train de travailler avec les médias sociaux pour censurer. Et c'était toujours misinformation. Les vues des républicains, les oppositions étaient toujours misinformation. Il faut arrêter tout ça. Par rapport à une Amérique qui est basée sur les droits des individus, un gouvernement limité, où il y a égalité des opportunités, pas équité. Le mot aujourd'hui, c'est équité. Donc c'est de la discrimination positive. Il faut faire attention avec ce mot équité. Il fait exprès d'utiliser ce mot. Et équité, c'est pas les opportunités égales, mais les résultats égaux pour tout le monde. Ça, c'est marxisme, où tout le monde, il ne faut pas être un succès, il ne faut pas réussir, il faut taxer des riches, il faut donner plus et plus aux gens qui, dans leur avis, sont les victimes. Et ça devient, le résultat, c'est un pays où tout le monde est égal en pauvreté. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.